Salut tout le monde, c'est Maxime, bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Mais du débat, il va pas y en avoir tout de suite car je suis tout seul. Oui, les annonces du confinement parisien ont sévèrement bousculé notre organisation, donc l'émission qu'on aurait dû tourner pour cette semaine ne l'a pas été du tout. Donc le podcast du jour est reporté d'une semaine. Voilà, on s'organise pour reprendre le rythme normal. Mais en attendant, on vous propose une petite rediffusion avec une émission qu'on n'avait jamais postée sur YouTube. Je sais pas pourquoi on l'a jamais fait, mais voilà, on l'a jamais fait, donc voilà, c'est l'occasion. Et donc sur toutes les autres apps, on la reposte aussi, parce que plutôt que d'essayer de faire une sorte de resymétrisation des flux un peu complexe, on fait comme si c'était une nouvelle émission, mais vous avez le droit de la réécouter quand même si vous l'avez déjà entendue. Cette émission, elle concerne Black Torch, excellent manga de Tsuyoshi Takaki en 5 tomes aux éditions Kiun. On l'avait tourné pendant l'été 2019 et on s'est demandé si c'était pas trop court tellement on avait aimé la série. Notamment pour ses combats un peu rythmés au son des shamisen et pour son humour et pour le trait de l'auteur aussi, qu'on aime toujours autant d'ailleurs dans son nouveau manga Heart Gear. Donc, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut, et pour les autres, n'hésitez pas à profiter du moment pour mettre 5 étoiles sur l'App Store ou aller voir ce qu'on fait sur le blog de l'émission, la5ème-de-couve.fr. Bonne écoute à tous, je vous laisse avec les héros de Black Torch, la tête de mule Giro et l'esprit Nyctalope grognon Rago, et c'est parti pour la 5ème de couve. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, spécial été, 5ème de couve un peu plus courte cet été, puisque parce que c'est l'été. C'est l'été, on est tranquille quoi. Voilà, c'est ça. T'es en vacances, Cagnard, ou pas? La vie de ma mère, ça arrive, ça arrive les gars. Et c'est pour ça que je vous propose légalement et solennellement qu'on rebaptise cette émission la 5ème de couve au KLM. Ouais. Ok, non, je sens, il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas de. Non. On a plein d'autres possibilités. On va pas dire la 5ème de KLM. Tranquille, frère. La 5ème de summer, la 5ème de vacances, la 5. Ben, je suis toujours pas en vacances, du coup, je l'appellerais plutôt ça la 5ème de couve du sum, tu vois. Et pas summer. La 5ème du sum. J'aime bien la 5ème du sum. La 5ème de cool. La 5ème de cool, ça marche aussi sur tout l'été, tu vois. Mais... par opposition par rapport au froid, la 5ème de cool. La 5ème de chill. La 5ème de chill. La 5ème de courte. J'aime pas ce mot chill. La 5ème de courte. 5ème de courte, j'aime bien. 5ème de courte. Voilà, 5ème de courte. Bienvenue à tous. Merci de nous suivre. Nous allons parler de Black Torch. Votez chez vous pour le meilleur titre. Nous allons parler de Black Torch. Pourquoi on parle de Black Torch? Parce qu'on adore Black Torch. Parce que la série est terminée là. Et oui, et nous allons nous poser cette question. Cette série est-elle trop courte? Est-ce que Black Torch c'est trop court? Ça c'est une vraie question. C'est une vraie question. Non mais c'est une vraie question. Nous allons tenter d'y répondre pendant 20 minutes, 20, 30, 40 minutes, non 20, allez 20, allez 30. Allez, on part sur 30. On part sur 30 et on se quitte bons amis. Ok, mais c'est toi qui me raccompagne. Ouais, bien sûr, mais c'est toi qui raccroche par contre. Ok, ça marche, c'est moi qui raccroche. Black Torch, cette série est-elle trop courte? Black Torch, c'est une série de Tsuyoshi Takaki, un auteur que j'adore. Voilà. Ouais, c'est bon, qu'on adore. Je l'ai balancé. Black Torch de Tsuyoshi Takaki, c'est édité en France chez Kiun, au Japon chez Shueisha. Black Torch, ça parle de quoi? Ça parle de Mononoke, d'esprits qui veulent envahir le monde des humains et globalement tuer tous les humains pour avoir récupéré leur monde à eux. Et au milieu de tout ça, il y a deux personnages, un humain et un esprit, qui vont devoir bon gré mal gré fusionner et lutter contre l'envahissement, l'attaque des esprits, l'attaque de ces Mononoke. Effectivement, on est dans un bon vieux duo, genre l'arme fatale, duo improbable. L'arme fatale. Mais il y a pas que eux, il y a aussi les humains qui se sont... Enfin, une unité spéciale d'humains qui s'est organisée pour combattre ces esprits. Les zones Myoji. Les zones Myoji qui sont une unité de ninja... entraîné spécialement pour se battre contre ces esprits quoi. Et que l'auteur a transformé en bon vieux fonctionnaire. Exactement, oui, c'est ça. Moitié fonctionnaire et moitié force spéciale quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y a une structure quand même, tu vois, il y a une base. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont vraiment organisés comme des fonctionnaires. Ils ont il y a une administration, il y a des bureaux, il y a tout un univers très bureaucratique qui est assez marrant. Il y a un process à suivre. Voilà. Et après en termes de design, en tout cas dans Black Torch, c'est intéressant parce qu'on est à l'époque moderne et du coup ils se sont adaptés à la modernité, donc ils ont des outils modernes, ils ont des équipements modernes, ils ont un équipement militaire, un uniforme comme s'il ressemblait effectivement, comme disait Cagnard, à des forces spéciales quoi. Mais c'était une des bonnes idées et un des bons ingrédients qu'on voit très vite dans le manga et qui nous fait nous dire
Ah ouais, ok, bah ça peut aller super loin parce que du coup, si on commence à penser à toutes les structures de cette organisation, de cette administration de ninja, etc., on peut aller très très loin et à la fin, il va même devoir lutter contre cette organisation ninja. Enfin, quand on lit le premier tome, on se fait déjà un film de la suite de ouf. C'est le truc que je trouve qui parfume tout ce manga. Vous vous souvenez de cette leçon dans les bouquins de géographie qu'on étudiait au lycée, le Japon, entre tradition et modernité. Mais je trouve que ce manga représente tellement bien ça. Carrément. Genre, tu reprends des vieux concepts, les Mononoke, les Onmyonji, je sais pas le dire. Les ninjas, dis les ninjas. Oui, mais non, les Onmyonji, c'est vraiment un truc qui appartient à la culture du Japon féodal. Tu mixes ça avec de l'administration et des services secrets. Donc mission impossible, on va dire, quasiment, ou l'agence touriste, et le mec a mixé ça dans un mix hyper improbable de tradition et modernité. Bah malgré tout, comme Naruto, comme Gintama. Tu vois, dans Naruto, t'as des ninjas, les villages ninjas, et puis t'as une modernité, ce qui sont des téléphones portables, et c'est etc. vrai, ils ont des petits micros et tout pour communiquer. Et dans Gintama, t'as le Shikengumi qui est une vraie organisation qui a existé, etc. Oui, sauf que là, ça se passe dans notre réalité, c'est dans notre présent. Et je trouvais qu'en plus, pour rejoindre ce que disait Cagnard, toute cette espèce d'organisation militaire, ça permettait aussi d'imaginer tout un développement autour de, je sais pas, des sections, tu vois, genre il y a la deuxième division, la troisième division. Enfin, de toute façon, on en avait déjà parlé ici quand le tome était sorti, on avait tous aimé. Et moi, j'avais, vous aussi, vous aviez vu un parallèle avec Bleach. Et genre, tu peux un peu voir les Mononoke comme les Hollows et les Onmyonji comme les. Je sais plus comment ils s'appellent dans Bleach, là, les unités qui combattent les Hollows. Là, les Shikigami. Les Shikigami, voilà. Et donc, il y avait plein de divisions, tu vois. Et là, tu peux imaginer aussi, direct, des divisions de Onmyonji. Il y aurait la deuxième, la troisième, avec les capitaines de division et tout ça. Donc, tu pourrais imaginer un truc très large et très. D'autant qu'après, on apprend que toute la famille de Jiro a fait partie des Onmyonji. Donc. Ouais. Mais c'est en ça, limite, que je trouve que Bleach est particulièrement pertinent comme comparaison, parce que j'ai toujours trouvé que Bleach était... quand je parle souvent d'urban fantasy, Bleach est un urban samouraï. Alors, figurez-vous un truc. J'ai passé, en tout et pour tout, on va dire 2 heures avec Tsuyoshi Takaki. Vous avez fait quoi? On a discuté, ok? Ah, juste discuté, d'accord. Ils ont joué à la belote. Cool. On a fait un camp, ils comprenaient rien aussi, le gars. J'ai gagné, mais un truc de malade. En tout et pour tout, j'ai passé un petit peu de temps avec lui. J'ai essayé de lui faire parler de Bleach. Après, il y a toujours les traducteurs entre nous, tout ça. Oui, j'ai essayé de lui faire parler de Bleach pour essayer d'avoir son avis ou quoi. Après, on était toujours dans des cadres assez formels, pour des interviews, conférences et tout. Et pas une seule fois il m'a vraiment parlé de Bleach. J'ai pas eu l'impression, j'ai pas eu le truc qui me faisait me dire que c'est une vraie influence consciente pour lui. Mais c'est trop marrant parce que nous tous on a tous vu, enfin naturellement ça nous est venu, on a vu un parallèle avec Bleach immédiat quoi, genre le truc, le combat contre les esprits, le graphisme hyper léché, les scènes d'action, les grandes doubles pages, tu vois, enfin il y a tellement de parallèles avec Bleach que c'est assez incroyable de se dire qu'en fait, et franchement je ne remets pas du tout en cause sa mauvaise foi ou quoi, mais non, peut-être qu'il avait pas envie d'en parler, tu vois. Non, je pense pas. Après t'es en France, t'as des interviews, enfin tu sais, ça faut te remettre aussi en condition, tu vois. Mais il t'a donné d'autres références de manga, de shonen. Il m'a donné il m'a donné plusieurs références. Mais du coup, en tant que dessinateur, il m'a cité Skeuten par exemple. François Skeuten, rien à voir. Qui est pas du tout une référence japonaise. Voilà. Il m'a cité Aya Shidaku, l'auteur de Doro et Doro. Ouais, ça c'est un gars sûr, ça. Ça c'est un gars sûr. Et pourtant, je reconnais rien de Doro et Doro. À la limite, le côté administratif du monde qu'il y a dans Doro et Doro, mais mais après, on a surtout parlé graphisme au final. Et le dernier, c'est Tsutsumoni Nihei qui m'a cité. Effectivement, même dans sa façon de remplir les noirs, il y a un truc aussi qu'on peut rapprocher. Mais c'est marrant comme voilà, il m'a pas cité un auteur précis au milieu des autres. Il y a un truc juste qu'il a pu me dire à un moment ou un autre, c'est que Jiro, son héros, pour lui Jiro s'est inspiré de tous ses souvenirs des héros de shonen des années 90. Ouais, de tous les meilleurs points des héros des années 90. Moi je vais un petit peu tendre ça vers les années 2000, mais de toute façon c'est à peu près la même chose. Mais moi je suis quasi persuadé que s'il te l'a pas dit,
vu à quel point les mangakas sont respectueux de leurs aînés et compagnie, il te l'aurait dit. Si ça avait été une vraie référence pour lui, et mais il te l'aurait dit, tu vois. Par contre, ce qui est marrant, c'est que dans les auteurs que tu cites, même les auteurs japonais qui citent, que ce soit l'auteur de Dorohedoro ou Tsutomu Niei, c'est déjà eux-mêmes des auteurs japonais qui sont influencés par la BD européenne, en fait. Bien sûr. Et donc qui citent Suikoden et ces gens-là, c'est drôle, quoi, parce qu'en fait, c'est... Et pourtant, Black Torch, ça reste un shonen très shonen, enfin je veux dire très... qui respecte les codes et tout, mais... Ça l'empêche pas d'aimer le travail de Togashi, tu vois. Mais c'est drôle de se dire que ses références principales sont des références extra shonen, enfin extra manga. Je pense que, encore une fois, j'étais pas dans la traduction précise, mais je pense aussi que... Non, quand on lui parlait mais quand on lui parlait d'influence, etc., il pensait vraiment en termes de dessin, en termes de graphisme. Ouais, de graphisme. Et t'as pas vu, quand tu posais des questions au niveau de Bleach ou de Tite Kubo, t'as pas vu des éditeurs croiser les bras, dire sortez-le, ce mec-là, tu vois. Le mec répondait naturellement, je veux dire. Temps mort, sortez-le. Donc, je pense que c'est une inspiration, mais pas innocente, mais inconsciente. Ouais, je pense qu'il y a une part d'inconscience. Je pense que, mais comme tout le monde en fait au Japon, comme tout fan de manga, il lit le Jump. Il a lu le Jump. Oui. Donc, il a été influencé de manière inconsciente. Alors, peut-être qu'il les reconnaît pas de manière directe comme un maître par rapport à son travail, mais forcément, il a été influencé. Et peut-être que ça lui a... Les questions que tu lui as posées, du coup, ça lui a peut-être fait revoir un peu, je pense qu'on réfléchir un peu. Je pense qu'il est possible qu'on ait plusieurs à lui avoir parlé de Naruto ou de Bleach. Bah ouais, quand même. Oui, ça paraît. Il y a moyen. Qu'est-ce que vous avez aimé d'autre, vous, dans Black Torch ? Moi, par exemple, je trouvais qu'il y avait un truc, mais dès le tome 1 aussi, dans le rythme. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis il y a un rythme à la fois rapide et posé. C'est-à-dire que le manga avance vite, mais en même temps sa structure est superbement bien construite. Moi je comprends ça, parce que je trouve que le début, le tome 1, et on lit suffisamment de shonen neketsu pour savoir que c'est une forme assez précise, et je pense que Black Torch quelque part ne déroge pas à la règle, mais il a une capacité à être rapide pour rentrer dans l'action, mais surtout pour rentrer très rapidement dans le sentimentalisme, où vraiment, tu vois, la relation entre le héros et son alter ego Mononoke, eh ben, tu la ressens dès le début, en fait. Dès le début, tu te dis ouais, ça y est, c'est bon, ils sont accrochés, tu vois, ça match. Et ça, c'est un truc que je trouve souvent factice dans les premiers chapitres de manga, et là j'y ai cru à l'instant présent. Donc je comprends carrément le truc de très rapide, parce que très rapidement on rentre dans l'action, et très lentement on se lie, enfin moi je me suis lié très rapidement à cette relation, tu vois, sans qu'on me l'ait spécialement expliqué. Il y a une action qui fait que ces deux personnages se sont liés, mais elle m'a suffi. J'ai compris, je suis rentré dedans. Moi je pense que ce qui m'a marqué surtout dans Black Torch, c'est la manière dont l'auteur est vraiment capable d'introduire ses personnages de façon hyper forte. Ouais. Mais vraiment, alors je pense que c'est aussi lié à son graphisme qui est très beau. De toute façon, on est tous tombés en arrêt sur son dessin, qui est quand même juste. Il est clairement au-dessus du lot, tu vois. Et donc, il utilise aussi sa façon de designer ses personnages et de les mettre en scène pour les introduire de façon hyper forte. Et je pense que c'est un peu un truc qui me frustre aussi, c'est qu'en fait, il a introduit beaucoup de personnages finalement dans Black Torch. Il introduit quand même pas mal de persos qui sont très forts, qui ont un caractère tout de suite, tu vois, où t'as envie de t'attacher, de te dire putain, j'ai vraiment envie de voir ce que ce personnage peut devenir. Mais mec, sur 5 tomes, comment tu veux faire pour que, en fait, je sais pas combien... pas au tome. Ouais, mais tu le sais pas, mais en fait, une fois que j'ai appris, une fois que j'ai appris que ça allait être une série courte, moi ça m'a frustré, parce que je me suis dit putain, tu m'as introduit une dizaine, voire une quinzaine de persos qui sont tous hyper charismatiques, que tu me les as tous montrés en montrant les enjeux, les relations d'antagonisme qu'il pouvait y avoir avec les autres personnages. Donc tu sais, vraiment, tout de suite tu te dis, t'as vraiment envie de savoir comment ces personnages vont pouvoir évoluer. Ouais. Et du coup t'es frustré parce que tu te dis merde, ça va être trop court. Je rejoins carrément Robin, parce que pour moi il y a un mix de chara design des persos, de posing. Quand tu rencontres les persos, pour moi c'est un truc très important. La première fois que tu vois un perso, le posing qu'il a et le caractère qu'il a, c'est 3 éléments qui sont pour moi une manière d'accrocher à un perso, et ça il le fait à la perfection. Tu le sais. Il le fait à la perfection, et à travers les 5 tomes,
dès le tome 1. Je vais rester vraiment juste sur le tome 1 pour le moment, mais il le fait à la perfection. T'as envie, comme dit Robin, t'as envie de savoir ce qui va leur arriver. Mais pour revenir sur ce que dit Robin, c'est peut-être une des limites en fait du bouquin, c'est-à-dire que il a voulu poser les bases d'un gros truc d'emblée. Et finalement, ça a peut-être un peu fait peur à certains lecteurs au Japon qui ont fait que le manga n'a pas eu le succès escompté et qu'on lui a demandé de l'arrêter. Je sais pas, en vrai, il a posé ça comme un shonen classique. Bah ouais. Enfin, ça m'énerve d'utiliser ce truc de shonen classique, mais en vrai, il n'y a pas tant de persos que ça dans le tome 1, tu vois. Il y a quelques persos, mais ils sont très bien ancrés. On a souvent dit ça, la manière d'ancrer ces personnages en 1-2 cases, 1-2 répliques. Tu sais que ça y est, le personnage t'a adhéré, que ça soit un gentil, un méchant, t'as adhéré, tu vois. Bah, pour aller dans ton sens, si on a trouvé que le duo Rago-Jiro fonctionnait, c'est aussi peut-être parce qu'on a très vite compris le duo entre Jiro et son chien. Au tout début du tome 1, tu sais, on le revoit pas, mais il y a un truc, il y a un vrai duo, il y a un vrai truc qui se passe. Il y a un flashback de... Mais c'est super ce moment, et je pense que le moment du chien nous permet d'accepter beaucoup plus facilement le moment avec le chat. Sans vouloir faire d'opposition chien et chat, mais... Oui, mais c'est vrai que déjà tu pars sur un flashback avec son histoire avec ce chien pour expliquer le pouvoir de Jiro. Bon, ou son habilité finalement. Enfin, son habilité, qui carrément. va pas tant que ça lui servir, au final elle va lui servir 3 fois, tu vois, mais... Ouais, et même ça, j'avoue que je suis un peu du côté de Robin, genre, où est l'exploitation de ce talent, il le réutilise une fois. Mais une ça, fois c'est même pour moi, c'est pas et une fois à la fin. C'est pas spécialement un truc animalier, c'est une manière de présenter ton perso, d'introduire ton perso dans l'histoire. Et en fait, déjà au niveau de l'histoire du chien, t'es à donf. Ça te donne un carcan précis du perso. Et du coup, quand le chat il arrive, et ça y est, c'est bon. En vrai, t'es déjà dedans, tu vois. Enfin, moi personnellement, je suis déjà dedans. Ça y est, j'ai payé, tu vois. C'est vraiment ça. C'est une alchimie entre le design, la mise en scène, le découpage, et puis la façon dont il dessine. Mais rien que les animaux, comme il dessine Rago. J'ai jamais vu un mec dessiner aussi bien les chats que. Bah depuis Tite Kubo. Ouais. Parce que les animaux dans Bleach. Et la fusion, la version finale, la transformation finale de Jiro. Elle est quand même assez ouf aussi, cette transformation. Moi, je suis beaucoup plus impressionné par sa manière de dessiner les animaux en tant que tel. Où ça m'a vraiment, désolé, mais ça m'a encore rappelé des épisodes de Bleach tout au début quand Ichigo parle avec un oiseau. Ouais. Qui est les corbeaux, il les fait trop bien. Non, mais pas les corbeaux. Enfin, dans Bleach, c'est vraiment tout au début avec le frère de Orihime, tu vois, et compagnie, où il réussit à rendre humain des animaux, mais pas la manière de Pixar, en leur faisant des grands yeux et compagnie. C'est juste ça reste des attitudes d'animaux en fait. Ils gardent leurs attributs d'animaux, mais ils leur donnent vraiment. Je sais pas comment il fait. C'est très fort. Et ça, c'est il arrive hyper vraiment rare. à donner. C'est un petit talent, mais même avec les Mononoke, finalement, il les fait agir légèrement différents, parce que même si ces Mononoke sont humains. Pas sont humanoïdes, pardon, sont d'apparence. Sont d'apparence vaguement humaine. Il leur donne quand même des posings et des attitudes. Ils sont toujours associés à un espèce de totem animal. Enfin, ils sont toujours. Mais ils ont l'air, malgré tout, ils ont l'air quand même d'agir naturellement. Ouais. Tout est très à l'aise, très, très cool. En fait, c'est un manga qui est très fluide, je dirais. Je sais pas comment dire, mais fluide, tout est fluide, quoi, dans la façon dont il dessine, dont il ancre, ça vient peut-être de sa passion, son autre passion aussi, qui est pour le hip-hop. Le hip-hop qui est quand même aussi quelque chose d'assez fluide. Tu vois, c'est du parler, c'est du phrasé. Ah bah je connais pas mal de chansons de hip-hop qui sont pas fluides. Non mais mais tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je sens au niveau de la rythmique en tout cas. Oui, en fait c'est ça. Au niveau de la rythmique, ouais, carrément. Son truc, il est cool. Tu vois, son manga, il est cool. Que tu peux retrouver dans Samurai Champloo, tu vois. Cette espèce d'esprit cool, fluide, mais en même temps avec un gros design, background derrière, important et tout. Mais c'est vrai qu'il a une rythmique musicale. C'est un petit peu dur de l'expliquer pour un manga papier, mais en tout cas, d'un point de vue rythmique, ça marche à la perfection. Et à la limite, là où je te rejoins du côté du hip-hop, c'est les échanges entre le héros et son Mononoke. Ouais. Il y a des ping-pong, c'est punchline, quoi. C'est ping-pong, c'est punchline, et je les trouve. Moi, j'ai déjà dit, mais l'humour des mangas japonais, je suis pas très fan. Là, je sais pas si ça vaut précisément pour la traduction, mais ça marchait. Je trouve vraiment ça marchait. Alors en plus avec
un démon qui a existé des années avant et du coup qui est pas habitué à la technologie. Enfin, il y a des bons échanges, même s'ils sont pas sur, on va dire, le même espace-temps, vu qu'il y a un démon qui date d'il y a des années et un héros qui est actuel. Mine de rien, ils se rejoignent sur la punchline, tu vois. La punchline ne bouge pas. Mais très clairement. Le traducteur, c'est Sébastien Lundman, qui est quelqu'un de très aguerri, qui fait de la traduction de manga depuis plusieurs années. Donc je pense qu'il y a un travail de traduction aussi qui est de fort bonne facture, comme on dit. Il y a un autre truc, moi, qui m'a marqué dans la lecture, et là je vais pas forcément l'expliquer, je vais plus parler d'émotion, mais c'est l'arrivée de certains personnages. C'est quand le grand-père revient en combi. Non, mais l'arrivée du grand-père, même l'arrivée. Mais elle est stylée, l'arrivée du papy. Il est tellement badass alors que c'est un papy, tu vois, mais il est. Mais encore une fois, le grand-père, pour moi, c'est comme s'il faisait un check à Tite Kubo, tu vois. Alors moi, ça m'a plus fait penser à, tu sais, dans Naruto, quand t'as le 3e Hokage qui arrive habillé en shinobi, tu sais. Avec son bâton et tout. Sarutobi. Ouais, tu sais, qui ressemble à un pépé depuis le début de Naruto. Et là, dès qu'il va se battre, il est habillé en combinaison de ninja, et là, tu fais. Ah ouais, en fait, il est bien badass, quoi. Je dis ça et ça me fait penser aussi au président des Hunters, quoi. Président hétéro, évidemment. Et quand t'arrives à placer un papy, tu vois, et de manière badass, directe, je mets de côté Tortue Géniale, parce que Tortue Géniale, il était ambidextre, Vislar, trop puissant, tu vois. Mais son grand-père, dans le tome 1, moi, il m'a rendu ouf. Il m'a rendu dans ouf. Dans le tome 1, mais après, à la fin, quand il revient en combi et tout, et qu'il lui met vraiment la misère pour lui faire comprendre comment utiliser son pouvoir, ouais, là aussi, c'est fort. Mais c'est encore une fois un personnage limite réintroduit, tu vois, mais c'est toujours cette histoire je pense que ça l'a sauvé, hein. D'introduire un perso et de. Mais il l'a introduit dès le tome 1. Oui. Et dès le tome 1, ce perso, t'as envie de connaître son histoire. Parce qu'en plus, il arrive vraiment en mode genre, je sais pas trop ce qui t'arrive, mais je vais te calmer. Et tu te doutes, mec, il y a du mystère là-dedans. Arrête de faire ton gars, genre, je sais pas trop ce qui t'arrive. Tu te doutes. Et ça, c'est des petites touches de mystère qui pose dès le début en mode genre attends, c'est bizarre que son grand-père trouve cette situation si normale que ça, tu vois, et qui te gère. Et enfin, moi, le grand-père, j'étais fan dès le tome 1, je voulais le voir beaucoup plus, quoi. Mais c'est peut-être ça qui l'a sauvé, qui lui a permis de finir son cycle de 5 tomes, parce que de ce qu'il a pu dire de sa venue en France, il a su. Il était, on va dire, dans la conception du tome 4. Bon, il était peut-être déjà avancé, il m'a pas dit bon, je venais de finir d'écrire le tome. Il m'a pas précisé, mais il était dans la conception des tomes 4 et 5. Quand il a su que ça devait se boucler. Ouais. Donc, ça l'a peut-être aussi sauvé d'avoir introduit un grand-père et de le faire revenir là, parce que si ça se trouve, pendant l'entraînement, ça aurait pu être un autre personnage qui l'aurait fait venir pour développer le manga. Après ça l'a sauvé, mais moi, quelque part, ce que tu dis, ça m'étonne pas tant que ça, parce qu'en fait, je trouve que justement, Black Torch, autant j'ai adoré le début et toutes les promesses que ça pouvait tenir, autant les 2 derniers tomes, et particulièrement le dernier tome, je les trouve assez ratés, en fait. Enfin, je trouve que t'as vraiment ce sentiment d'un mec qui a été obligé de précipiter sa fin, tu vois. Et, là, c'est sûr, il a précipité sa fin. Et c'est hyper dommage, en fait, c'est hyper frustrant, parce que tu vois le talent du mec, tu vois tout ce que même son univers pouvait proposer. Je dis pas que ça pouvait faire une série de 70 tomes, mais au moins tu pouvais développer plus, tu vois. Et donc ça fait que souligner ce sentiment de frustration que j'ai eu franchement à la fin de Black Torch, quand j'ai eu le dernier tome. Vraiment, la fin, je l'ai un peu lu en mode automatique en me disant ouais, bon, là, je vois bien que c'est un mec qui est obligé de finir, et ça me saoule, en fait, parce que il le fait hyper bien. Voilà, c'est super bien, c'est super bien dessiné. Le combat, il est classe. C'est conclu. C'est conclu, mais t'as tellement un sentiment de frustration, t'as tellement l'impression que ça aurait pu être autre chose, quoi, tu vois, c'est dommage. Mais typiquement, le perso du grand-père, tu vois, il arrive au tome 1. Comme je dis, c'est un peu mystérieux quand même, tu vois. Ça pue le père de Ichigo dans Bleach, tu vois. Tu le vois au début, t'en entends plus parler, et à la toute fin, t'es là, ah, en fait, t'étais. Ouais, mais il y a aussi des mots sur le père de Jiro. Oui, et là aussi, et ça, mais ça c'est la même. Ça, il avait une idée, tu vois. Mais c'est pour ça. Après, il a pas voulu revenir trop sur Black Torch. Non, mais ça, je me doute. À chaque fois, en fait, quand sur diverses interviews que j'ai pu voir, et quand moi j'ai pu lui parler, à chaque fois il disait non mais voilà, je vous explique, mais j'ai mis un point final. Voilà. Ouais. J'avais prévu un cycle de 5 tomes, un premier cycle de 5 tomes. C'est ce qu'il me dit, qu'il avait prévu un cycle de 5 tomes et que ça coïncidait avec ce qu'on lui a demandé de faire, de finir, de terminer.
Donc il avait quand même un minimum conçu son truc. Il avait prévu, mais. En vrai, il se tient là en 5 tomes. Ouais, non, mais ça se tient. Il se tient, alors il reste c'est juste qu'il a lancé des trucs résolus, mais ça j'ai envie de te dire, en 5 tomes. Ouais, c'est pas facile, parce que on a la mère de Ishika, on a le frangin de Reiji. Oui, on a toute l'intrigue autour des frères. Tu vois, en 5 tomes, il a. Alors, pour revenir sur Bleach, en 5 tomes, allez, on va dire 3 tomes, parce que c'est 3 tomes d'introduction, tu vois, de développement. En 3 tomes, il a développé quasi 9 tomes de Bleach, tu vois. En fait, je pense qu'après, peut-être que j'extrapole, j'en sais rien, mais en tout cas, Bleach, je pense que c'était aussi une autre époque dans le sens où t'as l'impression qu'un manga, au départ, il est plus fait pour introduire un univers, on laisse plus le temps à un univers de se développer. Du coup, le début, c'est beaucoup des petites chroniques, tu vois. Je peux vous parler de rythme dans ce cadre aussi, puisque, attention, Bleach était publié dans le Shonen Jump, Black Torch a été publié dans le Jump Square. Qu'est-ce qui change ? 20 planches. 20 planches par mois, on fournit pour le Jump, le Shonen Jump, on fournit 20 planches par semaine. Ouais. Pour le Jump Square, on fournit 40 planches par mois environ. Ouais, donc déjà t'as un petit peu moins de temps pour développer. T'as moins de temps de travail dans le Jump, mais du coup t'as plus à publier chaque semaine. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, carrément. Mais en tout cas, surtout quand on dit à ton tome 4, vas-y, c'est terminé. Ouais. Mais en tout cas, t'as le sentiment effectivement que dans Black Torch, on lance l'intrigue instantanément, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tome d'ambiance dans le sens où clairement pas. Je vais t'expliquer le petit monde dans lequel ils sont pendant quelques tomes, des petites histoires courtes, tu vois. Dans Black Torch, il n'y a pas ça, quoi. Qu'est-ce qui fait pour vous que ce manga a pas eu de succès au Japon ? Quand on cherche des défauts, qu'est-ce qu'on trouve ? Moi, graphiquement, je vois pas de défauts. Oui, parce qu'en fait, moi je les vois pas. Tu dis des défauts avec mon œil de français. Des défauts qui ont justifié le fait que ça devienne une série courte, en fait. Alors, non, mais c'est-à-dire que les défauts, c'est pas assez populaire, donc voilà. Mais pourquoi les Japonais, les lecteurs japonais, n'ont pas trouvé assez populaire ? Justement, on parlait d'influence très européenne. Est-ce que ça pourrait pas être ça, en fait ? Peut-être que nous, ça nous parle parce que nous, on a un œil aussi qui fait c'est un graphisme qui nous parle parce que. Tu veux dire qu'on est meilleur que les Japonais ? Non, c'est pas ça, mais il convoque des. On a un meilleur œil que les Japonais. Non, mais il convoque des références qui nous parlent, tu vois, aussi. Non, mais peut-être. Si c'est des références européennes. Mais parce qu'après, tu vois, qu'est-ce qui nous. Genre qu'est-ce qu'aurait pu nous. Est-ce qu'un Tsutomu Nie, il cartonne au Japon ? J'en sais rien, en fait. Mais on l'a laissé bosser. Après, il était dans un. Après, moi, je vois pas Nie quand j'ouvre Black Torch, tu vois. Non, mais on l'a laissé. Il était dans un magazine Seinen, on l'a laissé bosser, tu vois. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, la nouvelle série de l'auteur, ils l'ont mise sur internet, sur le Shonen Jump Plus, et qu'on va lui laisser le temps de travailler. C'est peut-être aussi pour ça, tu vois. En vrai, je comprends pas, tu vois. Vraiment, je comprends pas pourquoi cette série, elle a pas marché au Japon. Le graphisme, bon, ça reste d'un point de vue perso, je le trouve ouf. Le découpage, je le trouve ouf. Les chara-design, je les trouve mortels. Se permettre de faire des doubles pages, je trouve ça ouf. Introduction des personnages, parfaite. Scénario, quelque peu classique, mais j'ai envie de dire, jusque là, rien ne change sous le soleil, tu vois. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi cette histoire n'a pas marché. Tu vois. Il lui manquait peut-être un opposant plus fort, plus vite, tu vois, Koga. Il aurait peut-être fallu le mettre plus rapidement et plus fort. Et peut-être que Reiji, qui pourrait être son. Ouais, mais attends. Son Sasuke, Reiji qui aurait peut-être pu être son Sasuke, il manquait peut-être de caractère. Ouais, mais alors, prenons Bleach pour exemple, même si pour lui c'est pas une inspiration. Ishida. Ouais, c'est. Non, mais même Ishida, il arrive au tome 4-5. Parce que pour moi, c'est Renji. C'est Renji. Et Renji, il arrive au tome 9, tu vois. Mais oui, mais là Reiji, il arrive au tome 1, fin du 1, début du 2. Ouais. Mais c'est ça que je comprends pas. Pour moi, il y a pas de problème d'opposant, tu vois. L'opposant, dans un premier temps, c'est le mec qui va devenir son pote. Et en vrai, je comprends absolument pas. Surtout s'il est sur une formule années 90, tu vois. Il était peut-être trop années 80, je sais pas. Et peut-être qu'il était trop années 90. Oui, mais alors, c'est quoi les nouveaux shonen qui sont sortis ces derniers temps, tu vois, genre, elle est où l'originalité que j'ai loupée, tu vois. On verra sur Jujutsu Kaisen qui sort au mois de février. C'est vrai que peut-être que c'est un manga qui est tout simplement un peu anachronique.
qui est juste pas sorti à la bonne époque ou comme mais le mec a voulu faire un héros pour les Japonais et à la bonne pour nous. Oui, voilà. Tu sais, parce que chez nous, il a marché en fait. Et nous, chez nous, c'est un carton de ouf. Bah nous, pour nous, c'est un carton et c'est pour ça je comprends pas. Genre, hello, vous les Japonais, qu'est-ce que vous avez vu qui était 10 000 fois plus original, tu vois. On a peut-être pas toutes les infos non plus, tu vois. Il y avait peut-être d'autres raisons. Oui. Ça se trouve, ils lui ont peut-être demandé d'arrêter parce qu'ils voyaient pas un potentiel assez grand pour Black Torch et qu'il avait peut-être déjà filé notre idée. Oui. Enfin, tout est possible en fait. Oui, c'est même ça. Même en termes de merchandising, ça se trouve, ils ont mais en vrai, je vois aucune erreur. Tu vois, sur le début du manga, je vois aucune erreur. Pour moi, les seuls défauts de ce manga qu'on peut trouver, c'est les défauts qui sont liés au fait qu'il a dû précipiter sa fin en fait. Oui, non, mais c'est pour ça que je parle des premiers tomes, tu vois, au livre, je vois aucune erreur. Ouais. En tout cas, pour des raisons effectivement qu'on ignore, il a dû y mettre fin. Et je comprends pas, et moi, c'est malheureusement le sentiment que ça me donne, dans le sens. Mec, enfin, alors déjà, t'as introduit une histoire, tu m'as pris dedans, sentimentalement parlant, tu vois, pour un shonen, tu m'as pris dedans. D'un point de vue badass, tu m'as pris dedans aussi. D'un point de vue car design, tu m'as pris dedans. J'ai envie de te suivre, j'ai envie de suivre tes dessins, même sur une autre série, j'ai envie de les suivre. Mais là, j'avoue, j'ai un peu le seum, tu vois. Qu'est-ce qu'on va garder Qu'est-ce qu'on va retenir de Black Torch là dans 10 ans? Que c'était une série bien mais trop courte? Alors, je pense que ça va être ce genre de série, et c'est peut-être un petit peu dur pour nous de se projeter à ce niveau-là, mais c'est comme Yu Yu Hakusho à notre époque, tu vois. Nous, on a découvert Yu Yu Hakusho il y a 10-15 ans, tu vois, et c'était de la tuerie. Et maintenant, à l'heure actuelle, il y a des jeunes lecteurs qui découvrent Yu Yu Hakusho, tu vois, ou même toi, tu fais découvrir Yu Yu Hakusho à certaines personnes. Mais Black Torch, pour moi, ça va être ce genre de série d'ici 10-15 ans, où j'espère, et je croise les doigts pour lui, qu'il aura une série de ouf, tu vois, qui va se vendre de malade, et tu leur diras, mais t'as de la lu Black Torch? Tu sais, comme Rave pour Fairy Tail, tu vois. Ou Psyren. Ou Psyren, mais on n'a pas sa série d'après. Mais Shikigami. Moi je dirais. Oui, mais qui est courte. Moi je dirais, j'ai pas de boule de cristal, mais je dirais que plus que ce qui va rester de Black Torch dans 10 ans, je pense que c'est plus qu'est-ce qui va rester de cet auteur dans 10 ans. Et je pense que en fait Black Torch c'est peut-être justement une espèce d'étape qui a permis à un auteur de s'affirmer, d'affirmer son style, même si on est tous frustrés sur le fait que la série est trop courte. C'est juste qu'en France, on a tous kiffé la série. On a tous kiffé la série, mais en même temps, ça a permis à un auteur de se dévoiler et d'exister auprès du public, tu vois. Et maintenant, savoir qu'en plus, il va enquiller sur une série de SF. Moi en fait je suis ravi parce que je me dis je kiffe cet auteur, j'ai kiffé sa série même si je suis frustré qu'elle soit trop courte. Je me dis là il enquille sur une autre série dans un univers qui même va me parler peut-être encore plus parce que c'est de la SF, donc c'est possible, tu vois, j'ai envie de me dire en fait ça se trouve Black Torch c'est peut-être juste l'étape qui a permis à un vrai auteur contemporain d'exister, quoi. Max, toi qui l'as rencontré, tu vois, qui a parlé avec lui, est-ce que tu sens que le récit de genre vraiment c'est ce qu'il fait, tu vois, du shonen, là sa prochaine histoire c'est de la SF, est-ce que tu sens que c'est un mec qui aimerait tendre vers autre chose, un truc pas action, pas non, je pense qu'il adore l'action. Ouais. Je pense qu'il aime vraiment l'action. Il la met bien en scène, donc je pense qu'il la maîtrise, il la met bien en scène. J'ai lu 6 chapitres de Earth Gear. Ouais. En anglais, parce que du coup Earth Gear est disponible gratuitement en France, mais en langue espagnole ou en langue anglaise. Si jamais vous voulez déjà les lire, mais t'as kiffé là ouais, j'ai kiffé. J'ai pas autant kiffé que le début de Black Torch. Moi j'avoue j'ai pas autant kiffé que le début de Black Torch, mais j'ai kiffé quand même. J'ai kiffé pour plusieurs raisons, mais en même temps alors attends, je te donne mon kiff et après je te donne vas-y. Mon analyse. J'ai kiffé parce qu'il y a des robots de ouf, parce qu'il y a des scènes d'action de ouf, parce que ça envoie, ça envoie tout court, quoi. Graphiquement il est là, quoi. C'est très très fort. Black Torch ça envoyait déjà de ouf. Non mais voilà. Et après en termes d'analyse, l'héroïne, enfin lui il me dit que c'est pas simplement une héroïne, c'est un duo, mais moi ce que je vois c'est que on a une héroïne sur un shonen, et malgré tout c'est très bien, c'est une bonne nouvelle, mais ça me surprend. C'est cool, c'est très cool, mais ça me surprend, donc du coup
Au début, je suis un peu oh là là, mais je suis surrepris. Et après, en fait, il ajoute un binôme à cette héroïne qui est un robot qui s'appelle Chrome et qui est une sorte de Genos. Bah un peu façon Apple Seed, ouais, c'est ça. Oui, alors façon Apple Seed dans Mario, mais Genos dans One Punch Man. C'est juste qu'il, oui, effectivement, je trouve qu'il ressemble un peu à Genos en termes de chara design, le deuxième personnage. Mais voilà, il est sur un binôme. Il est pas sur un jeune héros Neketsu type, etc., etc. Donc, il est déconcertant comme manga au début. Ouais. Il est déconcertant et ensuite sur les premiers tomes il y a un périple qui se met en marche, un périple donc pour l'héroïne, la petite roue et le robot Chrome et dans ce périple ils vont rencontrer sur les premiers chapitres, à chaque chapitre, un méchant, un robot qui va les attaquer ou pas, enfin bon bref, ouais, ou on va être copains, on verra et peut-être pas, et il y a un accident. Tous ces robots sont plutôt humanoïdes. Et tous me font penser totalement à du Masamune Shirow. C'est pour ça que je pensais à Apple Seed parce que en fait, le duo une héroïne et un robot, humain en fait, et robot, à ça directement. Non mais il y a un travail sur les robots graphiquement. Là encore on est vraiment sur du graphique. C'est fou. Et on retrouve un petit peu du Apo-Sims aussi, et la planète des marionnettes. On retrouve quelques éléments comme ça typiques de SF et du gun aussi. On en a. On a un petit peu de gun. On est sur du lourd quoi, qui est sur référence. On est sur du lourd, mais on est sur du lourd graphiquement. Et moi, ce qui me fait peur, ça va être où va l'histoire, où va le scénario, est-ce qu'on va être pris autant. Je lui ai posé la question, quelles étaient ses influences sur Earth Gear. Il m'a parlé de Blade Runner et il m'a dit, tu vois Blade Runner, bah le manga c'est après Blade Runner. Ouais, c'est bon. C'est dangereux. Hein. Non mais dans le futur, dans le rapport au robot, l'humain n'existe plus. On n'a plus que des robots. Donc c'est vraiment pas Blade Runner dans ce sens-là. Ouais, là où je trouve ça dangereux quand même. Et surtout, je lui ai dit, ouais, mais c'est quoi tes influences par rapport à la littérature de robot, à la SF il me dit, j'ai justement essayé de me différencier, pas en m'inspirant de livres de SF, mais plutôt en m'inspirant de livres de psychologie, de philosophie. Ouais, donc il va essayer de travailler autrement. Mais moi ça m'intéresse vachement parce que je considère que la SF c'est justement un genre qui permet de convoquer tout ça, la sociologie, la philosophie, la psychologie et tout ça, et je trouve ça génial qu'en manga aujourd'hui t'as un auteur qui se revendique de vouloir être dans cette démarche là, tu vois, mais c'est vraiment super curieux, je suis d'accord. Pas que être convoqué des références et tu sais, être dans un espèce de circuit fermé de bah oui je convoque Asimov qui lui-même nanana. Là, il est vraiment sur, je vais prendre des grandes théories de sciences humaines et puis je vais les appliquer à un cadre de science-fiction. Et pour moi, la science-fiction, elle est faite pour ça. Donc je me dis, un mec qui assume d'avoir cette ambition et cette prétention-là, je suis... Et c'est toujours du shonen. Et sachant le talent qu'il a. On est toujours sur du shonen. On est toujours sur du shonen. On est toujours sur du shonen, ça va pas dépasser. Mais comme l'auteur de Fire Punch est publié maintenant dans le Shonen Jump, hein, tu sais, le shonen évolue. Hein. Non, mais c'est le problème, c'est que là, moi, j'avoue que j'ai un a priori sur sa prochaine série, tu vois. Parce que, en vrai, Black Torch, il y a des persos, des designs, où j'ai une impression où le mec, il a gâché un peu. Enfin, quand je dis il a gâché, c'est pas de sa faute. On lui a dit, ta série, elle se termine, ça se termine. Il a fait comme il pouvait pour terminer, tu vois, en un tome. Et... on peut se faire un petit check sirène de quand on te dit ça se termine, tu termines comme tu peux, tu vois. Mais je peux pas. Enfin, j'avoue, je vais avoir un petit aspect négatif en allant affronter sa nouvelle série, en me disant ouais mais mec, là t'avais un bestiaire de ouf, des persos. Vas-y, reviens. En vrai. C'est pas t'as manqué parce que c'est pas lui qui a choisi. Je pense que lui, s'il avait voulu, il aurait. Mais tu peux te dire son talent à créer des persos et des bestiaires et tout ça, il peut très bien l'appliquer à un autre univers. C'est pas. Enfin moi pour le coup, je serais plutôt justement en partant d'un a priori positif en me disant, tu m'as montré tout le talent que t'avais. T'as pas eu malheureusement la chance de développer ça sur ta précédente série. Ta prochaine, ça a beau être un autre univers, je fais confiance à ton talent pour Ouais, mais toi, t'es un gars sympa, toi. Non, mais... Moi, je suis un gars qui a le seum, tu vois. Et de base, enfin, j'ai regardé la couve, j'ai regardé les premières pages, et déjà, de base,
Bon, bah, je suis là genre, tu m'as pas attrapé comme ta précédente série, tu vois. Il y a moins de gras, il y a moins de sucre, elle est moins appétissante. Je suis d'accord qu'elle est moins appétissante. Mais ça veut pas forcément dire qu'elle sera mauvaise, hein, évidemment. Absolument pas. C'est juste qu'effectivement, je suis d'accord, pour des lecteurs de shonen, elle a l'air moins appétissante, mais comme c'est un auteur qui est capable de faire différent, et c'est peut-être ce qu'il a perdu sur sa première série, mais qui nous a plu également. Mais non, il a pas fait différent, il a fait dans les rails. Dans ce cas-là, peut-être que c'est peut-être son indo, tu vois. Mais de toute façon, tu sais quoi, c'est le genre de mec où quand j'ai vu son dessin sur Black Torch, je vois son dessin. On a regardé ensemble le livret de sa nouvelle série. Et déjà je trouve que au niveau dessin c'est un peu moins bien quand même, mais je pense que c'est pas la même volonté graphique, il a changé c'est pas de la même technique histoire à raconter, c'est pas la même technique. Sur Black Torch il était en tradi, feuilles, papier, tout ça. C'est là que ça devient compliqué. Sur Earthgear il est passé en total informatique. Ah ouais, numérique. Ouais, ça se ressent, hein, je trouve ça se ressent. Mais de toute façon, ce que je voulais dire, c'est que c'est un mec à qui forcément je vais faire confiance. Oui, sur lequel faut compter, de toute façon. Faut compter dans tous les cas. Et peut-être que cette série ne me plaira pas, mais même si celle-ci ne me plaît pas, tu vois, je lirai la suivante. C'est comme Mashima. Si celle-ci dure 80 tomes, tu vois, tu sais pas. Bah, peut-être, mais tu vois, c'est comme Mashima. Genre, je suis un énorme fan de Rave. J'ai aimé Fairy Tail à certains moments, mais j'ai principalement détesté. Ça m'a pas empêché de lancer Eden Zero en ayant de l'espoir. Bon, finalement, Eden Zero, c'est pas la folie, mais ça fait partie de ce genre de mec que j'ai envie de suivre de toute façon. Je trouve qu'il a gâché, parce que au niveau des chara design, ce mec, il a un truc, hein. Il a vraiment un truc. Il est vraiment très fort sur le chara design, et donc sur la question. Est-ce que Black Torch c'est trop court? Ta réponse est donc oui. Bah oui, de ouf, fallait faire 10 tomes, tu vois, juste 10 tomes en fait. Robin, est-ce que cette série est trop courte? Bah oui, complètement. Après, je sais pas, je saurais pas dire le nombre de tomes exact. Pas une très longue série, mais c'était clair, 5 tomes c'est beaucoup trop court. Quoi. On avait envie de plus, mais malheureusement, bah voilà, il a mis le point final à cette série. Oui, ça serait un petit peu toujours trop court, mais ça va rester un petit peu dans le cœur quand même. Non, mais en tout cas, ça ne me bougera pas du cœur. En tout cas, si vous l'avez pas lu, que ça vous empêche pas de lire les 5 tomes, parce que c'est vraiment clairement génial quoi. Moi, dans ma projection du futur, c'est vraiment genre vous vous souvenez de Black Torch? Et ça, c'est mon moi du futur qui parle de ça dans 15 ans. Dans le top 10 des séries un peu trop courtes. Mais non, ce sera dans tes mangas oubliés dans l'émission. Mais ouais, non, mais vraiment, tu vois. Dans l'émission dans 25 ans. Quand tu peux placer une série d'un auteur actuel qui marche de ouf, le mec t'arrive à placer une vieille série qui est courte, tu vois. Le mec du Nouvel Angio Onshin, il avait une série qui s'appelait Island chez Panini, tu vois, qui était 9 tomes. Elle était mortelle, et qui va devenir. Enfin, que Island n'est plus publié. Si tu veux le trouver maintenant, c'est la galère et tout. Il y a des chances que Black Torch ça soit ça, même si Kyun. Non, je pense que ça va continuer. Quand on voit les ventes, ça va se maintenir. Puis il y a une bonne réputation. Black Torch, c'est donc 5 tomes. Oui, c'est trop court. Oui, ok. C'est trop court parce que c'est trop bon. Ouais, voilà. Mais c'est totalement disponible aux éditions Kiun. Et puis le nouveau manga de Tsuyoshi Takaki s'appelle Earthgear et ça sort le 3 octobre en France pour le tome 1. Et on fait une émission spéciale pour sa nouvelle série. On fera une spéciale rentrée, t'inquiète pas, il y aura du Gigante, il y aura quelques mangas comme ça. On va en parler, t'inquiète pas. La rentrée, elle va être chaude. Merci de nous avoir écoutés sur cette émission courte de Black Torch. Bon, on en refait un peu plus que 30 minutes quand même. Je veux dire, les jeux. On se refait pas. On se refait pas. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir participé, messieurs. Eh bien, merci. Merci à Robin. Merci à Kanya. Et merci à toi, Maxime. Ça va, c'est mon plaisir. Et on vous propose de passer un bon été. Enfin non, vous allez passer un bon été de toute façon. Vaut mieux. Hein, voilà, c'est ça. Et on va vous publier d'autres émissions pendant l'été pour vous accompagner. Parce que j'ai repéré, il y a quelqu'un qui nous a dit vous êtes partis en vacances, vous nous avez pas prévenu. Et non, on avait prévu de poster des émissions pendant tout l'été. Merci à tous, à très bientôt. Ciao, salut. Salut, ciao. Salut.